Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 4 décembre, soyez les bienvenus sur Monaco Info, voici les titres qui seront développés. Retour sur les Awards Peace and Sport où Tony Estanguet a été élu personnalité de l'année. L'inauguration de Mare Terra a eu lieu ce mercredi matin, une date historique après un chantier débuté il y a plus de 10 ans. Personnalités monégasques et nouveaux résidents du quartier ont pu découvrir ces 6 hectares gagnés sur la mer. Tous les 4 décembre, nous célébrons la Sainte-Barbe, une tradition ancienne qui permet aux soldats du feu de se retrouver. Nous recevrons à cette occasion le chef de corps des sapeurs-pompiers de Monaco, Maxime Ivrard. L'ASMFC a ouvert son entraînement aux supporters ce matin, à quelques jours de la rencontre face à Toulouse, au stade Louis II. Une conférence à l'attention des classes élites du lycée Albert Ier a eu lieu cet après-midi. L'objectif, réunir ces futurs sportifs de haut niveau pour les sensibiliser sur les dangers du dopage. Et enfin, un concert de musique baroque dans l'église du Sacré-Cœur. L'ensemble La Sportelle a interprété du Jean-Sébastien Bach. Avant de découvrir les premières images de Mare Terra, on revient sur l'événement majeur d'hier au soir, en direct sur notre antenne. Après 2 jours de conférence, le Forum Peace and Sport s'est achevé par une marche pour la paix, en présence du souverain et de nombreuses personnalités. Les Awards Peace and Sport ont ensuite été remis. Tony Estanguet a été élu personnalité de l'année, Peace and Sport 2024. Et Sifan Hassan, la médaillée d'or olympique en marathon à Paris, a été nommée championne de la paix de l'année. Je vous propose d'écouter un extrait du discours de Tony Estanguet. Pour la personnalité de l'année Peace and Sport, Monsieur Tony Estanguet. C'est très touchant pour moi, c'est vrai que le sport a changé ma vie. Je pense que ça vient beaucoup de là, mon engagement aujourd'hui dans le sport. Avant d'être des sportifs, on est des citoyens. Je pense que le sport nous a formés, nous a éduqués, nous a transmis des valeurs très fortes grâce aux générations précédentes. Donc je pense que la nature de mon engagement en tant que dirigeant sportif, elle vient de ce que le sport m'a transmis. On a la chance de partager ce bien commun qu'est le sport. On a la chance de pouvoir y contribuer. Et quand on a la chance de pouvoir jouer un rôle au niveau international, on a, je crois aussi, un devoir de faire en sorte que le sport continue à être ce qu'il est, cet outil puissant. On voit à quel point le sport est vecteur de valeurs qui sont très fortes. Des valeurs très fortes que vous pourrez retrouver après ce journal grâce à une émission spéciale consacrée au Forum Peace and Sport présentée par Patricia Navarro. C'est également un événement cette semaine. Le souverain a inauguré ce matin le nouveau quartier Mare Terra, un chantier débuté il y a plus de 10 ans, un projet à 2 milliards d'euros avec plus de 300 entreprises de construction impliquées. Ce sont au total 110 appartements et 10 villas. Reportage sur cette extension en mer avec Gaëtan Lebrun. Pour la 8e fois, Monaco s'agrandit en construisant sur la mer. Ce matin, le gouvernement princier a inauguré Mare Terra, un nouveau quartier qui porte les ambitions et les valeurs humaines de la principauté. Cette extension sur la mer de 6 hectares est un exemple d'urbanisme, d'écologie et de développement. Plus de 6000 hommes et femmes ont travaillé sur ce projet jour et nuit durant les 10 dernières années afin de garantir l'avenir et l'attractivité de la principauté. Le plus gros challenge de ce projet, c'était la coordination de tout ça et que toutes les équipes travaillent ensemble dans la même direction, le même objectif. Il y a 6000 femmes et hommes qui ont travaillé. Ça a été extraordinaire de partager ce projet avec ces gens-là et de travailler en équipe. Ça a été, je pense, ça a été probablement un des grands défis du projet. Maintenant, les défis, c'était évidemment la construction de l'infrastructure maritime, qui était quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant. Ça a été fait en 2 fois moins de temps que Fontvieille. On l'a fait, on va dire, c'est comme comparer un téléphone qu'on avait chez nos grands-parents et l'iPhone que vous avez dans votre poche. Donc c'est à peu près la même différence technologique. Donc c'est difficile de le mettre en œuvre, surtout quand ça n'a jamais été fait. Après, le défi écologique, évidemment, avec l'impulsion du souverain et le cahier des charges très contraignant et à juste titre, et heureusement, qui nous a donné, qu'on a respecté, et aujourd'hui, c'est un succès. Selon la volonté du prince souverain, ce nouveau quartier de luxe se devait d'être un nouvel atout pour Monaco, mais aussi un exemple de son art de vivre. La préservation de l'environnement et de la biodiversité a donc été une préoccupation constante dans le développement de Mare Terra. Plus de 1000 arbres ont été plantés au cours de la dernière décennie. La faune et la flore sous-marine ont été soigneusement protégées et déplacées vers les 2 réserves naturelles qui entourent Mare Terra. Cette extension est donc un projet responsable qui montre parfaitement la relation entre Monaco et la mer.
Un projet qui se sera terminé 6 mois avant la date prévue par les constructeurs. Je vous propose d'écouter à présent le ministre de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme, Céline Carondagioni, sur l'aspect éco-responsable de cette construction qui, je le rappelle, agrandit la principauté de 3% de son territoire. On voit bien que cette extension de Maréterra, elle n'est pas sortie du chapeau, elle vient bien d'un patrimoine historique de nos princes bâtisseurs, mais qu'ils le font avec mesure, avec responsabilité, avec envie de rechercher l'innovation. Et aujourd'hui, avec l'innovation environnementale, qui est un nouveau levier dont on doit tenir compte à travers toutes nos constructions et toutes nos actions le plus largement possible. C'est surtout un projet de développement durable. Le développement, ce n'est pas l'absence de développement. Donc, en effet, comme on vous l'a indiqué, nous avions un comité d'abord, il y avait la cellule Urbamer qui était chargée au sein du gouvernement de suivre la stricte application du traité de concession dans chacune de ces étapes, qu'elles soient les mètres carrés construits, mais qu'ils soient surtout dans la première étape des caissons et du terre-plein, la mise en œuvre de ce terre-plein et son impact sur l'environnement. Ça veut dire arrêter en fait le chantier dès que la moindre mesure de turbidité apparaissait, avoir des capteurs en fait dans la mer et sur l'environnement proche pour être en mesure de dire à l'opérateur ça vous arrêtez et on veut comprendre ce qui se passe et on veut corriger de suite et pas à la fin du chantier. Et donc tout ça, ça a été fait. C'est pas un long fleuve tranquille, ça n'a pas été toujours facile puisque c'est du stress, c'est trouver les bonnes solutions, mais on y est arrivé. C'est un comité de suivi scientifique qui s'est adossé à la cellule Urbamer, c'est-à-dire des scientifiques, c'est pas des gens qui vont être complaisants, hein, ils vont vous dire ce qu'ils ont à vous dire d'un point de vue scientifique et on va en tenir compte et on va imposer au niveau de la cellule à l'opérateur d'en tenir compte. Et je crois que M. Lévy-Soussan l'a exprimé tout à l'heure avec les caissons Jarlan. Et donc c'est tout ça, Maréterra. Et donc c'est surtout, comme je le disais, vraiment une belle aventure humaine. C'est les jardiniers qui ont, sur cette dernière année, planté la nuit pour permettre au chantier d'avancer, en même temps de respecter les engagements, de limiter les nuisances au maximum pour que les grands arbres arrivent et ne coupent pas la circulation. Ça a obligé nos équipes gouvernementales à travailler dans des horaires totalement disruptifs. Et voilà, ils sont crevés, mais ils sont hyper fiers d'avoir contribué, chacun dans leur domaine et dans leurs compétences, à avoir apporté leur petite pierre à cet édifice qui est celui, encore une fois, je le répète, celui du prince souverain. Le 4 décembre, c'est aussi une journée de célébration chez les pompiers, en hommage à la Sainte Barbe, sainte patronne des soldats du feu. Comme chaque année, le corps des sapeurs-pompiers de Monaco met le cœur à l'ouvrage pour cette occasion. Un reportage d'Alban Gingembre et Loïc Marage. C'est un jour de fête et de joie pour tous les sapeurs-pompiers. Une messe marque le début des festivités pour honorer la Sainte Barbe. Pour le corps des sapeurs-pompiers de Monaco, c'est aussi un moment pour rendre hommage aux 7 camarades disparus et mettre l'année à venir sous la protection de leur sainte patronne. C'est le moment de se réunir, c'est une journée qui nous appartient tous les ans. C'est la sainte patronne des pompiers et des artificiers, tous ceux qui sont dans le milieu de la pyrotechnie. Toute l'année, on œuvre pour la population, que ce soit à Monaco ou en France. Donc nous, ça nous permet de se retrouver. C'est avant tout un moment de rassemblement, c'est un moment aussi pour faire le bilan, le point un petit peu de l'année, de passer aussi des messages et puis c'est aussi le moment pour se rassembler tout simplement entre frères d'armes. C'est aussi l'occasion de remercier certains acteurs de la principauté pour leur travail réalisé conjointement avec le corps et de prendre de l'élan pour l'année à venir. Ça nous permet de tous nous réunir pour remercier déjà toutes les personnes qui nous aident tout au cours de l'année, de rencontrer aussi nos anciens qui sont importants pour nous, qui sont partis à la retraite. Et donc voilà, autour d'un repas, ça nous permet de pouvoir rediscuter, de se rappeler de bons souvenirs. C'est un moyen de solidifier l'esprit de corps, qui est la force du corps des sapeurs-pompiers de Monaco, et qui nous permet d'échanger, parce que bon, là on est sur des moments plus solennels, mais après dans l'après-midi, dans la soirée, on a des moments plus intimes où on est vraiment entre nous, et où la règle du jeu, c'est de se laisser aller tout en gardant le respect de la hiérarchie, mais où c'est un moment de partage, où les barrières peuvent tomber un peu. La célébration de la Sainte Barbe se poursuit toute la journée au sein du corps avec des activités de cohésion dans la caserne suivies d'un repas avec les anciens. Et pour nous parler de cette Sainte Barbe et plus généralement du bilan de l'année, on reçoit tout de suite le chef de corps des sapeurs-pompiers de Monaco. Maxime Ivrard, bonsoir. Bonsoir. On l'a vu là dans ce reportage, c'est un moment important pour les sapeurs-pompiers. Qu'est-ce que représente pour vous cette Sainte Barbe ?
Alors la Sainte-Barbe, c'est déjà la fête des sapeurs-pompiers et tous les métiers qui manipulent le feu. Pour nous, c'est important puisqu'en fait, c'est le moment où on réunit tout le monde, jusqu'en la personne du prince souverain qui est présent, les autorités, les amis, les gens qui travaillent avec nous, les anciens sapeurs-pompiers aussi qui sont à la retraite, qui reviennent pour l'occasion. Et c'est le moment de faire un bilan sur l'année écoulée. Voilà. Donc c'est important. Ouais, justement, ce bilan, beaucoup d'interventions cette année, ça a même été peut-être une année record. Alors c'est une année record en termes d'activité opérationnelle générale, puisqu'on va battre l'année de référence qui était 2018. Et on va cette année tangenter avec les 10 000 interventions, donc c'est un chiffre qui n'a jamais été atteint en principauté, et notamment avec quelques records parmi ce chiffre global, qui sont des activités sur des journées où on dépasse les plus de 50 interventions dans la journée, ça s'était jamais vu, et puis des pics à 8 interventions simultanées, où là aussi c'est du jamais vu dans le passé, quoi. On arrive à gérer ça, justement, 8 interventions comme ça en même temps? Alors on arrive à gérer parce qu'on n'a pas le choix, il faut bien répondre à l'appel de secours. Donc c'est en faisant un petit peu de gymnastique avec l'ensemble des véhicules. Parfois on ne peut pas engager une ambulance, mais on engage quand même un engin de secours qui va faire les premiers secours le temps qu'une ambulance soit disponible pour l'engager. Donc en fait c'est vraiment de la gesticulation du centre opérationnel qui doit faire une réponse à l'appel de secours. Comment vous analysez ça, ce nombre important d'interventions? Alors on a du mal à faire des liens de cause à effet. Il n'y a qu'un lien qu'on arrive à faire, c'est que notre activité, elle est vraiment proportionnelle à la fréquentation de la principauté. D'accord. Donc c'est un chiffre qui est pas très bon pour nous, d'avoir de grosses activités opérationnelles. Par contre, c'est plutôt bon si on regarde l'attractivité de la principauté. Il y a du monde qui passe en principauté et de plus en plus. Alors quels sont les types d'interventions? Est-ce que l'on est dans les chats qui sont coincés dans des arbres ou ce sont de réelles interventions? Non, on a beaucoup de secours et d'assistance à personne. En fait, on voit, quand on analyse nos chiffres, en principauté, on a un taux d'intervention par rapport à la population qui est très élevé. Si on compare aux grandes agglomérations comme Marseille, par exemple, on est au-dessus de Marseille, mais pour des raisons qui sont complètement différentes. Nous, on a un haut service, un haut niveau de service, donc on répond beaucoup aux appels d'urgence, alors que Marseille, c'est plutôt une ville pauvre et la seule réponse, c'est les pompiers. Nous, c'est plutôt une volonté du gouvernement qu'à chaque fois qu'on appelle les pompiers, on a derrière une intervention. Alors ça peut être pour des animaux, des chats, un certain nombre de choses, des ascenseurs bloqués. En France, ils ne le font plus, par exemple. Nous, en principauté, on répond encore à ces demandes-là. Il y a des interventions cette année qui vous ont particulièrement marqué? Non, alors au niveau des grosses opérations, on a fait pas mal de feux d'appartements ou de feux d'habitat. Pas trop sur la commune de Monaco, mais plutôt sur les communes rattachées en France, notamment Beau-Soleil, où là on a eu beaucoup de feux d'appartements, feux de véhicules. Cette année, ça a été beaucoup moins meurtrier que l'année 2023, par exemple, où là on a eu des très grosses opérations avec pas mal de décès quand même. Et quand on fait ce constat où effectivement on a de plus en plus d'interventions, est-ce que vous modifiez vos équipes? Est-ce que vous allez recruter par exemple? Comment ça se passe? Alors aujourd'hui, on ne recrute pas puisqu'on n'a pas de plan d'évolution du corps qui est acté. Il y en a un qui est sur le dossier du plan d'évolution est sur le bureau de nos autorités. On a travaillé pendant plus de 2 ans sur une étude avec un bureau spécialisé dans l'organisation des services d'incendie et de secours. Et les conclusions ont été rendues courant 2024, présentées aux différentes autorités. Forcément, ça pose des questions parce que ça demande des recrutements, ça demande des investissements. Et là, on est, je dirais, sur la fin du processus d'étude et on va amener les réponses aux éléments qui nous ont été demandés d'ici la fin de l'année pour pouvoir déclencher le plan d'évolution du corps qui va devoir se dérouler sur plusieurs années. Et il y a un an, un tout petit peu plus d'1 an maintenant, il y a eu la première femme qui a intégré les sapeurs-pompiers. Un bilan, comment ça s'est passé pour Colline Gorgone? Elle est très bien intégrée. Encore une fois, quand on parle, il y a une femme chez les pompiers, oui, c'est une femme, mais en fait, avant tout, je recrute des sapeurs-pompiers pour leur performance, pour leur qualité. C'était la première, elle a très bien réussi son intégration. J'espère que ce ne sera pas la dernière, mais malheureusement, pour l'instant, il y a peu de volontaires. Depuis, j'ai recruté une petite dizaine de sapeurs-pompiers. Il n'y a pas eu de volontaires féminins. Donc bon, j'espère qu'il y en aura d'autres à l'avenir. Là, la semaine prochaine, il y a des nouvelles recrues qui arrivent au nombre de 4. C'est 4 ex-sapeurs-pompiers de Paris qui arrivent, mais il n'y a pas de femmes parmi eux. Maxime Livrard, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci.
Et sachez toujours concernant les sapeurs-pompiers que Monaco Info est en immersion depuis 1 an et plusieurs épisodes sont déjà à découvrir sur notre chaîne YouTube. Une cérémonie solennelle a eu lieu à l'hôtel Hermitage en début de semaine pour la remise des distinctions de l'Ordre de Malte. Lors de cet événement, la croix avec plaque de l'Ordre du Mérito Militancy a été remise au ministre des Relations extérieures et de la Coopération, Isabelle Béraud-Amadei. Et la croix avec couronne de cet ordre à Isabelle Rosa Brunetto, directeur général des Relations extérieures et de la Coopération, ainsi qu'à Marie-Catherine Caruso-Ravera, directeur des Relations diplomatiques et consulaires de la Principauté de Monaco. En F1, on l'a appris cet après-midi, c'est historique pour la Principauté. 2 Monégasques seront au volant d'une F1, Charles Leclerc et son frère Arthur piloteront une Ferrari vendredi lors de la première séance d'essai libre du Grand Prix d'Abu Dhabi. Arthur Leclerc va donc avoir sa chance en F1 en remplaçant vendredi l'Espagnol Carlos Sainz. Arthur est aujourd'hui le pilote de développement de la Scuderia. C'est un symbole rendu possible par le règlement de la FIA qui oblige chaque écurie à aligner un rookie au moins 2 fois dans la saison. Pour finir, Charles Leclerc a posté après cette annonce un message sur Instagram disant que quelqu'un doit être fier là-haut. Dans un tout autre domaine, en boxe, la Française Victoire Pitot, licenciée à la Fédération monégasque de boxe, s'est emparée de la ceinture de l'EBU face à une combattante roumaine dans la catégorie des superlégers. Un combat qui s'est déroulé dans l'Indre. Victoire Pitot devient la 3e licenciée à la FMB à devenir championne d'Europe. Et parmi les boxeuses à suivre au sein de cette fédération, Melis Gangloff, qui pourrait disputer prochainement un titre mondial, sans oublier la toute nouvelle boxeuse de la Fédération monégasque, Davina Michel, quart de finaliste au dernier JO. Elle vient de réaliser son premier combat pro qu'elle a remporté avant la limite. En football, samedi à 17h, l'AS Monaco reçoit Toulouse au stade Louis II pour le compte de la 14e journée de Ligue 1. Quelques jours avant cette rencontre, ce matin, le club de la Principauté a ouvert son entraînement aux supporters, un vif succès qu'ont pu constater à la Turbie Émilie Rousseau et Alex Avial. Le rouge et le blanc de rigueur aux abords des terrains d'entraînement du centre de performance de l'AS Monaco. Fort du succès des précédentes éditions, le club de la Principauté a relancé son Open Training à la Turbie. Près de 300 personnes, majoritairement des enfants, avaient répondu présents pour assister à la séance du jour et rencontrer leurs joueurs préférés. Ben Seguir et Akliouche. Golovin. Moi, surtout les défenseurs. Style Caio Henrique et le milieu Zakaria. Ces jeunes passionnés de l'AS Monaco n'auront pas manqué une miette de l'entraînement mené par Adi Hutter. Ils mesurent leurs privilèges. On est content d'être là avec notre club. Et voilà, on espère qu'on va passer une bonne journée. Voilà. C'est de la joie d'être ici, il y a une bonne ambiance quand même. Le stade il est bien. Et on a hâte de se faire signer les maillots et voilà. Ça représente de voir beaucoup de joueurs et pour voir un peu comment ils jouent. For sure, it's special for the players, for us, for the supporters. More and more, we want to promote projects and actions that connects ourselves besides the match day. So it's special, especially for the kids, having the chance to talk to the players, signing their jerseys. We hope to have more opportunities for the season. Après une séance de plus d'1h30, vient le moment de partage, photos, dédicaces, des échanges bienvenus pour booster les Monégasques, actuellement 3e au classement de Ligue 1, qui s'apprêtent à recevoir Toulouse samedi au stade Louis II. Ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir tous ces soutiens-là. Franchement, ça va nous faire du bien. Merci. En plus là, on prépare bien les mois de Toulouse. Avec les supporters qui sont là, je pense que ça nous fait vraiment du bien. Moi, j'avais pas trop de possibilités de faire partir des événements comme ça, mais je me rappelle, j'ai toujours rêvé de rencontrer des joueurs professionnels. Et maintenant, comme j'y suis, ça fait plaisir de redonner un peu. C'est un plaisir, on a été jeunes aussi, donc je pense que ça leur fait plaisir et nous aussi, donc c'est toujours bien. Et parmi les voix qui se sont élevées pendant la séance d'entraînement, le nom d'un joueur est sorti du lot, celui de Takumi Minamino. Yes, I hear a lot in the training, and this is nice to hear, and sometimes nice to see in the fans, the face-to-face, and like this. This is for us also, make a lot of motivation for next game, and yeah, it's very happy. And Japanese fans also came here to support you. Yes, yeah, that's also. Very happy about this, and nice to see and speak Japanese, and yeah, it's also nice.
Et les supporters auront une nouvelle opportunité de partager un moment avec les joueurs du club de la Principauté ce dimanche au village de Noël sur le port Hercule avec un Kids Tour particulier. De belles surprises sont annoncées pour cette étape spéciale fête de fin d'année. Le village de Noël qui sera inauguré ce vendredi à 17h30 et qui aura pour thème cette année pain d'épices et gourmandise. Une conférence à l'attention des classes élites du lycée Albert Ier a eu lieu cet après-midi. L'objectif, réunir ces futurs sportifs de haut niveau pour les sensibiliser sur les dangers du dopage. Reportage de Marie Bonnet-Blanc et Loïc Marage. Le comité monégasque antidopage a fait le déplacement pour parler à ces jeunes des dérives de cette pratique et des risques qu'ils encourent. Il faut les informer, il faut qu'ils sachent ce que c'est que le dopage déjà, comment lutter contre le dopage, les problèmes du dopage accidentel, ça arrive souvent, c'est-à-dire prendre des médicaments qui sont interdits alors qu'ils ne savaient pas que c'était interdit. Donc nous on les informe, on leur dit comment ils peuvent faire attention et comment se renseigner. On a créé une application Kmamed, que vous connaissez peut-être, qui permet de voir si un médicament est interdit ou pas. La problématique du dopage accidentel est un risque lorsqu'on est à la recherche de haute performance. Pour les coachs qui encadrent ces sportifs en devenir, il était important d'être ici. Et les dérives les plus générales sont l'automédicalisation. Notamment quand on a un rhume, quand on ne se sent pas bien, quand on a mal à la gorge, on va à la pharmacie, on écoute la pharmacienne, il faut prendre tel ou tel médicament et sans s'en apercevoir, ce médicament-là est sur la liste des produits dopants. Et ensuite derrière ils peuvent avoir certains soucis par rapport à ça. Et donc ce point d'information va être important pour eux. Des sportifs de 14 à 17 ans qui malgré leur jeune âge ont déjà bien conscience des dégâts du dopage dans ce milieu. Ça a un peu tout gâché, tout le travail qu'on a fait, tout l'acharnement qu'on a mis. Et tomber dans la facilité comme ça, ce serait vraiment, on pourrait dire, débile, quoi, en sorte. Voilà. Je trouverais ça stupide parce que je pense que ça encore dévaloriserait encore plus les valeurs d'une femme. Et je trouve qu'il faudrait du coup montrer que même en étant une femme, on peut exploiter nos capacités autant que les hommes et pour atteindre un haut niveau aussi. Afin de les accompagner dans cette conférence, le directeur de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports, Jean-Philippe Vinci, ainsi que le secrétaire d'État, Yvette Lambin-Berty, étaient présents. Un concert de musique baroque à présent dans la très belle église du Sacré-Cœur, devant un public nombreux. L'ensemble La Sportelle a interprété notamment du Jean-Sébastien Bach. Reportage de José Sacré et Olivier Bonello. Concert de musique baroque mardi 3 décembre en l'église du Sacré-Cœur à Monaco. Invité par la direction des affaires culturelles, l'ensemble La Sportelle a convié les nombreux mélomanes présents à une magnifique fresque musicale. Associant l'orgue et 8 chanteurs, ce programme intitulé Mater Ecclesia a fait dialoguer les sommets de la polyphonie en rapprochant les maîtres espagnols de la Renaissance et le génie de Jean-Sébastien Bach. C'est un ensemble qui a été créé en 2017 dans le cadre du projet Rocamadour Musique Sacrée, qui est une institution qui comprend à la fois le Festival de Rocamadour, l'ensemble La Sportelle et un label d'enregistrement. Et moi je travaille depuis 12 ans pour ce projet et on avait vraiment la volonté de créer un ensemble qui permette de servir 7 siècles de musique sacrée, donc du grégorien jusqu'à la création contemporaine. Alors La Sportelle, il se trouve que c'est l'insigne des pèlerins de Rocamadour. En fait, c'est le sceau de la ville de Rocamadour. Et ce sceau, il était emporté depuis le Moyen-Âge par les pèlerins. Quand ils venaient à Rocamadour, ils le remportaient chez eux. Et l'idée de l'ensemble La Sportelle, comme c'est de faire rayonner la musique sacrée, il était tout trouvé en fait de prendre le nom de cet insigne de la ville de Rocamadour. Prochain concert de musique baroque à Monaco jeudi 5 décembre. La chapelle de la Miséricorde accueillera l'ensemble Concerto Suave qui interprétera des motets d'André Cramprat et de Nicolas Bernier.
Face aux conséquences tragiques du conflit en ce moment au Moyen-Orient, l'association Les Amis du Liban continue de se mobiliser pour venir en aide aux familles libanaises déplacées et vulnérables. Pour répondre à ces besoins, cette association monégasque organise une grande collecte solidaire les 11 et 12 décembre au centre commercial de Fontvieille. Les dons recherchés sont les denrées alimentaires, les produits d'hygiène, des jouets, des peluches. À noter que depuis le 24 septembre, les Amis du Liban ont aidé plus de 3200 personnes. Passons à vos prévisions météo avec Christinda Petit. Bonsoir Christinda, à quoi doit-on s'attendre pour demain ? Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Eh bien demain, le temps sera plutôt clair, aucun nuage le matin, du soleil l'après-midi, des températures par contre toujours aussi fraîches puisqu'elles seront comprises entre 10 et 13 degrés. Et puis demain, sinon, nous fêterons les Géraldes. Merci Christinda. Les photos de fin de journal de Manuel Vitali sont consacrées à l'inauguration de l'extension en mer Maréterra. Ce journal est terminé, on se retrouve demain à la même heure. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. À très bientôt, au revoir.